Voici notre voyage à Bali en janvier 2011. Bali, l'île des dieux. Qui n'en connaît pas une image? Rizières en terrasse, temples hindouistes jusque sur les plages, danseuses parées comme des princesses de légende. Coucher de soleil sur l'océan Indien. Bali, c'est là-bas, quelque part en Asie, loin, très loin. On y va en Airbus 380, 14 heures de Roissy à Singapour, et puis ensuite 2 heures de vol en Boeing 777 pour atteindre Denpasar, la capitale de Bali. Oui, vraiment très loin. Mais où exactement? Voyons l'Atlas. Il nous montre que Bali est l'une des îles de la Sonde au centre de l'Indonésie. Sise à l'est de Java, elle n'en est séparée que par un détroit de 4 km. L'Indonésie est une république de 3,2 millions de kilomètres carrés, 6 fois la France. Comptant 240 millions d'habitants, 4 fois la population française, et mesurant 5000 km d'est en ouest, 2000 km du nord au sud. Cet immense archipel compte plus de 18 000 îles, dont Sumatra, Java, Bali donc, Bornéo, Sulawesi, pour finir à l'est par la Nouvelle-Guinée. Sur le plan économique, elle occupe le 10e rang mondial en s'appuyant sur une monnaie surréaliste, la roupia. Il faut 12 500 roupias pour faire 1 euro. Ainsi, pas besoin de longues études pour devenir milliardaire. Allez plus simplement à la Banque centrale de Bali, déposez sur le comptoir 800 euros et la banque vous donnera 1 milliard de roupias. Bali, quant à elle, se contente de ses 5600 km², de ses 140 km d'est en ouest et de ses 70 km du nord au sud. Les Normands vous diront que c'est très exactement la superficie du département du Calvados et ses dimensions aussi. Quant aux Corses, ils vous diront que c'est les 2/3 de la Corse. Et ils ajouteront avec fierté qu'il ne faut pas moins de 12 balinais pour faire un Corse. Bali comptant en effet 3,6 millions d'habitants pour seulement 300 000 Corses. Mais ce qui distingue les uns des autres, c'est que pendant que les Corses font la sieste, les balinais font des cérémonies dans leurs quelques 5617 temples, soit plus d'un temple au km². Chaque village abrite en effet une trilogie de temples appelée Pura. Le Pura poussé, dédié aux ancêtres, est situé en bordure du village, côté montagne. Le Pura d'Alem, ou temple de la mort, garde le cimetière. Le Pura d'Essa, dressé au cœur du village, en est le centre social et rituel. À 95%, les balinais sont hindouistes et animistes. Hindouistes, ils le sont, en vénérant dans leur temple les 3 dieux, Shiva, Brahma et Vishnu, qui d'après eux demeurent sur le mont Agung, le volcan culminant de Bali, avec ses 3100 mètres. Animistes, ils le sont en étant persuadés que tous les éléments de la nature sont habités par des esprits. Chaque arbre,
Chaque rocher, chaque rizière, chaque ruisseau est habité par un esprit ou une déité. Il en est de même de chaque maison, de chaque boutique, de chaque voiture ou de chaque scooter. Dieux et esprits ont une fâcheuse tendance à avoir très mauvais caractère, à être très irascibles et à passer leur colère sur le dos des pauvres humains. C'est pourquoi n'importe quel jour et à n'importe quelle heure, on se précipite dans les temples aux innombrables cérémonies qui rythment la vie des balinés. Là, pendant qu'un prêtre vous asperge d'eau bénite, on prie pour calmer la colère des dieux et des esprits, en espérant s'attirer enfin leur bonne grâce. Et puis, 2 à 3 fois par jour, on dépose des offrandes un peu partout pour calmer les esprits. Les femmes occupent une grande partie de leur temps à confectionner ces offrandes quotidiennes qui sont toutes sur le même modèle. Un petit panier en feuilles de palmier de la taille d'une assiette à dessert et dedans des pétales de fleurs et un peu de nourriture ou quelques menus monnaies pour que les esprits puissent s'alimenter. Et ces offrandes, on en dépose un peu partout. Chaque maison, chaque boutique, chaque coin de rue a un ou plusieurs autels qui seront ainsi quotidiennement garnis. On en mettra aussi devant chaque porte, sur le tableau de bord des voitures, sur leur pare-brise, sur la plage, enfin absolument partout. Et ce ne sera pas perdu pour tout le monde. Maintenant que vous connaissez mieux Bali, vous ne serez pas trop dépaysés si nous vous y emmenons. Notre première résidence sera à Canggu, où nous allons partager une villa avec Agnès et Daniel. C'est dans la végétation luxuriante de Bali que se cache cette villa. Elle trouve ainsi la paix et la sérénité dans cet écrin de bambou et de palmiers. Dans son pur style balinais, elle se dresse fièrement au-dessus de la piscine. Ce brave coq nous rappellera de temps à autre que nous sommes à la campagne. Le salon fait très couleur locale. Bali est dans l'hémisphère sud, à 800 km au-dessous de l'équateur. Et si on installe les bains de soleil, il faut absolument se protéger de son ardeur toute particulière. Surtout si l'on veut faire salon autour de la piscine et peut-être refaire le monde. Ce qui compte, c'est qu'ici comme ailleurs,
les esprits veillent sur nous. Et que sur l'autel de la piscine, on vient tous les jours déposer des offrandes pour les apaiser. Ce soir, nous sommes à la bière Bintang. Alors pourtant que l'apéro national est l'arakmadou, mélange d'alcool de riz, de soda citronné et de miel. Merci, santé à vous aussi. Pendant ce temps-là, Wiering s'active dans la cuisine. Et il faut encourager ses talents de cuisinière. Tout cela a l'air fort bon, comme d'habitude. Le riz, le poisson et le poulet bouilli constituent la base de la cuisine balinaise. Le tout très épicé et agrémenté d'une très belle présentation. Les satés sont des petites brochettes de poulet grillées sur les braises. Les geckos aussi sont au festin. Ces gros lézards aux yeux globuleux escaladent les murs des maisons en lançant leurs cris caractéristiques. Gecko, gecko. Le lendemain, direction Carrefour pour ravitailler la maison. Surprise, un hôtel au beau milieu du parking. Eh bien oui, c'est Bali. Le caissier aussi est baliné. Avouez qu'il ne manque pas d'allure avec son costume de cérémonie. À Matahari, autre grande surface, nous voulions acheter une lampe à diodes multiples. Sur l'une, quelques diodes ne marchaient pas. Sur l'autre, le bouton d'allumage manquait. Pas de problème, avec deux lampes défectueuses, on va en faire une qui marche. Non, décidément, nous ne sommes pas en France. Autre surprise du Matahari, en plein milieu d'après-midi, toutes les vendeuses quittent leur poste pour se mettre à danser. Mais on peut aussi aller au marché de Denpasar pour faire ses courses et se ravitailler si on a le cœur bien accroché. Généralement, les poissons ne se rappellent plus très bien depuis quand ils ont été pêchés. D'ailleurs, j'en ai reconnu 2 ou 3 que j'avais déjà vus l'an dernier et qui n'ont pas tellement changé. Tout le vadémécum des cérémonies est là et la marchande d'offrandes tient le meilleur fonds de commerce car les offrandes sont partout. Au rayon boucherie, il y a des mouches, mais aussi de la viande, des museaux, des queues de cochon, des ribs, des pieds de porc et 2 cœurs dans le sac
c'est emballé. Les fruits sont là, mais pour les poulets, on repassera plus tard. Pareil pour les blousons de cuir. Et pour rentrer à la maison, on se débrouillera par nos propres moyens. Si le carrefour vous ennuie et que le marché vous rebute, vous avez la solution du restaurant ambulant. Il s'en promène à chaque coin de rue. D'accord, ce n'est pas la tour d'argent, mais quel charme! Tous les jours, le plat du jour, c'est du riz. Pourquoi se mouiller les fesses dans l'herbe alors qu'on est bien plus au sec sur la route? Aujourd'hui, nous partons dans la montagne pour nous rendre au-delà d'Ubud. Nous longeons ainsi la zone des pépiniéristes. Ensuite, notre route longe les échoppes où l'on peut trouver toutes sortes de petits hôtels taillés dans la pierre volcanique. Dans la montagne, on taille aussi le bois et ce sont souvent de jeunes enfants qui le font, hélas, au lieu d'aller à l'école. Le marchand de vélo saura nous indiquer la route. Sans fin, nous longeons des rizières fort bien irriguées et entretenues. Il faut dire qu'hommes et femmes s'échinent à les désherber. À Bali, on fait 3 récoltes de riz par an et entre chacune d'elles, il faut labourer la rizière, ce qui semble être plutôt du goût des aigrettes. Notre route se poursuit sous les palmiers et au milieu de petits villages bien paisibles. Dans l'un d'eux, nous arrivons juste à la sortie de l'école et nous sommes l'attraction d'une bande de joyeux lurons. L'uniforme est obligatoire pour les écoliers. Bien sûr, on discute entre copains. Et puis, on se décide à rentrer chez soi, souvent en vélo, car on n'habite pas toujours tout près de l'école. Sur le scooter de maman, ou bien par le transport scolaire. Nous continuons notre route dans la montagne jusqu'à un artisan en poterie où nous découvrons un joli stock de tortues brûle-parfum qui seront superbes
dans la boutique de décoration d'Agnès et Daniel. Au parc écologique poussent toute variété de plantes et on y déguste toutes sortes de cafés. Du thé gingembre, et c'est bon pour la bouche. Et c'est ça le café Chetro, c'est bon pour la femme, pour faire la couche comme ça. Alors, s'il vous plaît. Ça c'est costaud ça. Ça c'est costaud aussi. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Non, ça n'a pas besoin de touiller. Ça c'est fort. Ouais, c'est bon, on peut briller. Ça c'est bon. L'habitude est de se garer sur la route. Les autres voitures attendront et personne n'y trouvera à redire. Au bout de la route, nous arrivons à Batour. Le volcan culmine à 1700 mètres. À l'origine, il atteignait 3500 mètres, mais une gigantesque explosion le pulvérisa en créant le site actuel. Un lac occupe l'ancien cratère. Des fumerolles s'échappent encore des flancs du Batour, qui en 1917 détruisit 65 000 maisons, 2500 temples et emporta 1300 vies. La descente pour rentrer à Canggu nous permet d'admirer les maisons balinaises le long de la route. L'accès se fait par un portail richement décoré. Si vous pensiez que les balinais habitent dans des paillotes, il faut revoir vos classiques. Souvent des esprits veillent à la porte. Dans le jardin, devant la maison, on trouve plusieurs bâtiments, notamment pour les ancêtres ou pour la tenue du conseil de famille. Et au bout du jardin, dans le sanctuaire, se dressent plusieurs petits autels pour y honorer les dieux et les esprits. C'est qu'à Bali, on est tout le temps en cérémonie. Ici, c'est cérémonie pour le limage des dents des enfants. Pour que le limage des dents se passe bien, on a fait de somptueuses offrandes aux esprits. On a revêtu le costume des grands jours, c'est-à-dire d'à peu près tous les jours. Et même les bambins sont de la partie. Et de cérémonie en fête, il se passe toujours quelque chose à Bali. Ce soir, en rentrant, à quelques encablures de la maison, nous sommes tombés à la croisée des routes sur un spectacle improvisé.
On nous dira après coup qu'il s'agit d'une fête en l'honneur de la nouvelle lune. Nous partons maintenant vers le sud pour nous arrêter tout d'abord au port de Benoît. Le nombre des bateaux de pêche y est impressionnant. Il faut dire que les balinais sont de gros consommateurs de poissons. Vous les verrez manger des petites boulettes de riz et de poisson qu'ils auront malaxées avec les doigts avant de les porter à la bouche. Nul besoin d'apporter sa gamelle au chantier, car c'est la cantine qui vient à vous. N'espérez pas faire une croisière dans une coque en plastique, derrière des écrans de plexiglas fumé. Ici, on a beaucoup mieux à vous proposer. Tout le pittoresque et le charme des vieux gréements en bois. Et pourtant, c'est en avion qu'on arrive généralement à Bali, à l'aéroport de Ngurah Rai. Et pour accueillir tous ces touristes, Bali construit et construit encore, parfois même dans l'extravagance. Finalement, nous arrivons à Guéguerre. Une barrière de corail protège la plage. Le temple domine la baie. Deux à trois fois par semaine, ce temple est le siège de cérémonie, de sorte qu'en permanence, il reste richement décoré. Bien que distant de 65 km, le mont Agung se profile à l'horizon, haut de ses 3100 mètres. Le terrible mont Agung est la demeure des dieux, et ceux-ci ne sont pas toujours paisibles. Ainsi, en 1963, au cours d'une importante cérémonie de purification, l'Agung s'est brusquement mis dans une terrible colère. La vue était fantastique, le bruit était fantastique, le tout était infernal.
d'épaisses volutes de fumée et des rafales de roches incandescentes fusaient dans le ciel, tandis que des torrents de lave dévalaient les flancs du volcan. C'est alors que Gusti Lanangputu, chef de village, prit la tête d'une colonne de villageois, joueurs de gong, tambours et cymbales, et femmes portant des offrandes faites à la hâte. Tous marchèrent d'un pas décidé à la rencontre de la coulée de lave. Arrivé devant elle, le prêtre pria et sacrifia un coq noir qu'il jeta dans la tourmente, pendant que les femmes y déposaient leurs offrandes. Et la lave s'arrêta là. Quelques jours plus tard, le ciel s'étant dégagé, la vue était incroyable. Le mont Agung avait changé de forme et sa hauteur avait diminué de plus de 150 mètres. Profitant de l'actuel répit que nous laisse l'Agung, nous allons nous installer à la terrasse du restaurant donnant sur la plage. Paisible vie balinaise. C'est décidément trop beau, Guéguerre. Nous y reviendrons. À bientôt donc. En attendant, nous allons à Mengwi visiter le Pura Taman Ayun, splendide témoin de la gloire passée du royaume de Mengwi. T'as vu la Russe? Ce vaste temple fut édifié au milieu du XVIIIe siècle par le plus grand roi de Mengwi, Kokorda Mungu. Dans la cour centrale se dressent les mérous, élevés en l'honneur des dieux des monts Batu-Karu, Agung, Batur et Pengelengan. Dans les douves, on pêche, et comme on a mis des offrandes sur le parapet, on va sûrement prendre du poisson. Notre route se poursuit jusqu'à Monkey Forest. Plus de 300 macaques font leur dévotion dans le Pura Bukit Sari. Ils ont élu domicile à l'abri de cette forêt de muscadiers pluricentenaire. Et mets ta main devant ta bouche quand tu bailles. Oh mais c'est gentil, ça n'a pas de griffe, hein, c'est doux sa main. N'aie pas peur, regarde. T'as pas à me toucher. Non, non, non. Non.
Don't touch. Là, c'est pas de mon bonheur. Bend down. Let's put it. C'est bon la cacahuète? Ah, ouais, bah, il m'a répondu. Regarde, il pose pour Edmond. Ça... Il faut se dire que chez ces gens-là, on ne prend pas rendez-vous chez le coiffeur, on prend rendez-vous chez l'épouilleur, dont le salon ne désemplit pas de la journée. Direction Sanour. Après la montagne, la mer. Et d'abord, un petit tour dans le parc pour nous orienter avant de nous diriger vers la plage. Comme à Guéguerre, la plage est protégée par une barrière de corail et les vagues restent donc au large. Sur la plage, nous avons retrouvé les petites masseuses fidèles au poste. Même si le ciel est un peu voilé, l'ombre des cocotiers est très recherchée. Un alignement de pirogues s'étale sur la plage. Manifestement, ces frêles embarcations doivent servir pour faire des courses. Mais nous sommes aussi là afin de chercher un hôtel pour nous accueillir les 10 derniers jours de nos vacances. À la porte de l'hôtel, les diables veillent pour en interdire l'accès aux mauvais esprits. On discute les tarifs et finalement nous irons voir ailleurs. L'habitat naturel des éléphants d'Asie se situe dans les forêts et les collines humides. L'Elephant Safari Park a trouvé ses conditions idéales au-delà d'Ubud, plus haut dans la montagne. Les quelques 50 éléphants qui vivent ici en pleine nature sont merveilleusement dressés et rien ne leur est impossible. Le spectacle des virtuoses du ballon est de qualité, mais la principale attraction
et la promenade à dos d'éléphant. Papy, il n'a pas l'air rassuré là. Il n'a pas l'air rassuré du tout. Tiens, un balinet qui parle quelques mots de français. Ah, ça secoue quand même. Il y a un gros trafic sur la piste et on y rencontre même quelques sérieux embouteillages. Pour amadouer ces grosses bêtes, rien de mieux que quelques douceurs. Pour elles, les douceurs, ce sont quelques feuilles de palmier. On va nous caresser l'éléphant. Et on vous gratifie d'un collier de fleurs comme à Tahiti. Le bébé éléphant ne quitte pas sa mère d'une tétine, car il a toujours faim. C'est qu'à 16 mois, il faut encore grandir. Ah oui, c'est vrai, Guéguerre. Vous voulez retourner à Guéguerre, mais je n'ai pas oublié. Seulement voilà, tout de suite, il y a un petit problème. Je lui dis où est la mer? Il me dit la mer, elle est démontée. Ah mais j'ai voulu la remonter quand? Il me dit c'est une question de temps. Ah ben je dis vous la remontez quand la mer? Il me dit quand vous serez parti. Et puis d'ailleurs, pour redescendre sur Canggu, notre route passe par Ubud, et là, un superbe spectacle nous attend. Guéguerre, ce sera donc pour un autre jour. Depuis l'Elephant Safari Park, nous redescendons sur Ubud avec la chance d'arriver en plein anniversaire du Pura Desa Ubud qui est fêté pendant 4 jours du 22 au 26 janvier. Une grande procession mêle les fidèles, les porteuses d'offrandes et les musiciens. Le tout dans une ambiance finalement assez bon enfant, car il n'y est pas interdit de discuter avec son voisin ou de fumer sa clope.
À l'issue de cette cérémonie, en l'honneur des dieux et des esprits, nous nous rendons au spectacle de danse Ketchak. Ici, pas de musiciens, mais des chanteurs ou psalmodieurs, appelons-les comme on voudra. Toujours est-il qu'ils sont environ 70, assis autour du candélabre géant pour accueillir et accompagner les danseuses par leurs chants et invocations. De la forêt surgissent par moments des mauvais esprits qu'il va falloir conjurer. Au terme de la danse du feu, le prêtre vient prodiguer ses soins aux danseurs. À sa place, c'est plutôt sur les pieds de ce dernier que j'aurais prodigué mes soins. Mais à chacun sa méthode. Eh bien oui, nous voilà de retour à Guéguerre. Mais cette fois-ci, c'est pour admirer les gens qui y travaillent. Ici, on exploite les algues vertes qui seront utilisées en cosmétique ou pour faire des gélifiants. Après avoir assemblé les petites pousses en paquets, on va les charger dans des barcasses de fortune pour aller les mettre en culture au large.
Une méthode plus artisanale consiste à ratisser le fond de l'eau. Une fois que ces algues sont arrivées à maturité, on les ramène au rivage. Et il faut se charger de ces lourds fardeaux gorgés d'eau pour s'en aller étendre les algues afin qu'elles sèchent au soleil. Ensuite, elles sont mises en sac pour être expédiées. Tout petits, les enfants sont déjà au travail et gèrent leur petit commerce. Le tour de la presqu'île de Bukit nous mène à Uluwatu. Et là, ôtez vos lunettes, sinon les singes s'en chargeront avec la rapidité de l'éclair. N'est-ce pas, Jacqueline? N'est-ce pas, Agnès? Et moi, ce sera mon Bob qui s'envolera. Des falaises vertigineuses plongent dans l'océan Indien. Tous les jours, le temple d'Uluwatu voit se dérouler d'importantes cérémonies où se pressent les villageois. Pour ces femmes, la cérémonie c'est bien, mais quelques commérages autour d'un bol de riz, ce n'est pas mal non plus. Nous continuons sur Jimbaran pour dîner sur la plage, les pieds dans l'eau.
Pas de panique, l'avion qui atterrit là-bas n'est certainement pas celui du préfet Bonnet, l'incendiaire présumé des paillotes corses. En effet, ce dernier est formellement interdit de séjour à Djimbaran. Rassurés, nous allons confier notre fringale au talent de ce sympathique restaurateur. C'est de la dorade, ça. Il y a des arêtes dans la dorade. Il me semble. Dans les paillotes de Djimbaran, on choisit son poisson qui est préparé devant vous. Ce poisson est ensuite cuit sur les braises, pendant qu'un virtuose de la machette vous tranche une noix de coco. Take my advice. If you love someone, don't think twice. And everybody knows she'll get you in touch. You can look, but you better not touch. Poison ivy, poison ivy. Late at night while you're sleeping, poison ivy comes creeping around. She's pretty as a daisy. On tente de commander toujours beaucoup de glace, mais il n'est pas toujours aisé de se faire comprendre ou même entendre. Your skin. Poison ivy, poison ivy. Late at night while you're sleeping, poison ivy comes creeping around. Please make it bumpin', mama's gonna make you lumpy. Chicken pox will make you jump and twist. À Bali, beaucoup souhaitent entrer dans la police, car c'est une position bien assise. Ces policiers veillent sur un flot de scooters à vous donner le tournis. Sur ces petits engins, la place n'est pas limitée. Ici, on est 3 occupants, c'est modeste. Là, on est 4, là aussi 4, avec le nouveau-né emmailloté dans les bras de sa mère. Ceinture obligatoire pour le conducteur, mais pas pour les passagers. Pour se ravitailler en essence, on a le choix entre la station-service Pertamina ou alors les bouteilles qu'on trouve tout le long des routes. Même à 10 h du soir, un petit gorgeon dans le réservoir de l'ABM, ça ne fait pas de mal. Autre moyen de transport, le vélo. Soit pour livrer les poussins, soit pour transporter les vieux cartons, ou encore pour trimballer tout un véritable bric-à-brac. On peut aussi aller à pied, à condition de regarder devant soi pour ne pas tomber dans un trou. Finalement, c'est à Seminyak que nous poserons nos valises au Dayanapura Beach Resort. Les négociations à la réception donnent satisfaction.
et nous allons voir la plage qui borde le parc de l'hôtel. Nous sommes sur la côte ouest avec ces gros rouleaux qui en font l'un des plus fameux spots de surf de Bali. Le Dayanapura a réussi son examen de passage et nous retournons à la réception pour conclure la réservation d'un bungalow. Ce bungalow est en première ligne sur le front de mer. Voilà la nation nationale. De peur de griller, on ne reste pas longtemps sur les bains de soleil, d'autant que la piscine est bien accueillante avec ses 32 degrés. Manifestement, Jacqueline a puisé son inspiration auprès de la Russe croisée à Mengwi. On emmène bébé. Vous emmenez bébé. C'est bien. Allez, toute seule comme une grande. Ouf. Attention, il y a une marche là, regarde. Avance un peu. Voilà, t'as une marche là. Ça y est, c'est là. On est plutôt parce qu'on les voit pas les marches. Nous sommes aux premières loges pour assister au coucher de soleil. Demain, comme tous les jours, il y aura cérémonie sur la plage et les fidèles s'y succéderont en famille toute la journée.
Colonie hollandaise jusqu'en 1949, Bali en a conservé des traces. Et à Santo Michael, on pratique alternativement des cérémonies catholiques, protestantes ou hindouistes. Le presbytère fait face à la chapelle. Mais déjà, Singapore Airlines nous attend. Et oui, il va nous falloir partir et laisser derrière nous un peuple qui nous aura fascinés et que nous aurons aimés. Emportés par leurs croyances et leur spiritualité, ils vont continuer à marcher vers leur destin. Les reverrons-nous un jour? Reverrons-nous un jour les danseuses? Reverrons-nous ces temples aux 1000 offrandes? Reverrons-nous le petit café, Olivier, Fika et Maori? Nos petits écoliers? Reverrons-nous Guéguerre? Ou notre marchand de vélo? Mais oui, les amis, ce n'est qu'un au revoir. Nous avons pris place à bord du Boeing 777 de Singapore Airlines. Et bientôt, nos roues quittent le sol balinais. Deux heures de vol jusqu'à Singapour. On passe l'équateur. Singapour est sous nos ailes. Courte finale sur Singapour-Changi. Et on touche en douceur le sol malaisien pour 2 heures d'escale. Ici, profusion de fleurs. Autrement plus agréable que le béton de Roissy. 16 minutes de marche d'un bout à l'autre du terminal 3. Moquette au sol. Nous voici installés au pont supérieur de l'Airbus 380 pour un vol direct d'environ 13 heures jusqu'à Paris. Heureusement, on a des télés individuelles pour passer le temps. Au revoir l'Asie. Vent de face, 215 km/h. On rame au-dessus de l'Inde. Et le vent de face
Force ira jusqu'à 243 km/h. 11 000 mètres plus bas, c'est le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan. J'avais jamais entendu parler de ces bestioles-là. Et vous? Température extérieure, moins 70 degrés. La région parisienne est en vue. En courte finale sur Roissy, et nous venons caresser le sol de notre bonne vieille France. Et on nous balance en pleine figure une vacataire de la RATP. Ça vous fiche un sacré coup. Après avoir été baigné dans la beauté, le charme et le raffinement asiatique, je vous jure que ça fiche un sacré coup. Prévenez au moins la prochaine fois.